Partie 2, chapitre... Partie 2, chapitre 1er, UVB. Donc au niveau des UVB, les UVB, donc du coup c'est très important pour notamment les lézards et les tortues en tout cas. Les serpents, suivant les espèces, il n'y a pas forcément besoin d'UVB. Hein. Mais c'est vrai que les tortues et les lézards, il y a un besoin d'UVB primordial. Ça sert à synthétiser la vitamine D3 qui sert à fixer le calcium sur le squelette et la carapace de l'animal si c'est une tortue. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas de synthétisation de cette vitamine, du coup le calcium ne peut pas se fixer. Donc tu peux donner du calcium tant que tu as une tortue. Si elle est dans une cuisine sans rayonnement naturel, évidemment, elle mange du calcium, mais il n'y a pas d'assimilation, donc elle rejette tout. Donc très rapidement, chez les tortues, ça fait des fragilités de la carapace, évidemment du plastron. Les lézards, le cas le plus courant, c'est les caméléons qui sont très très sensibles à ça. Et du coup, les caméléons vont faire des ostéoporoses, des ostéofibroses. Un caméléon qui n'a pas d'UVB, il va tomber de ça, il va se casser une patte, il va avoir des croissances de pattes toutes tordues. Oh, ouais. Donc c'est vrai que c'est très très important de mettre à disposition des UVB. Voilà. Sachant que c'est vrai que nous, on vend beaucoup de tortues et que les gens disent oui, mais c'est bon, moi, elle est dans ma cuisine, jamais derrière une fenêtre. Le verre filtre les UVB. Donc même si tu as des terrariums en verre, effectivement, mettre un néon sur le terrarium, la plaque de verre va filtrer les UVB et du coup, il n'y aura pas de diffusion d'UVB. Voilà. Donc la lumière naturelle n'apporte pas d'UVB, en tout cas bénéfique pour la croissance des animaux. Voilà. D'accord. Donc en système UVB, il y a plusieurs solutions maintenant, hein, c'est assez évolué en terrariophilie. Il y a eu du chemin de fait en 10-15 ans. Ce qu'on va trouver, l'ancien on va dire système UVB, le plus courant, c'est du néon. Hein. Les néons UVB qui se branchent sur des ballastes. Néon UVB, et puis plus récemment en tout cas, les néons ça doit faire au moins 20 ans que ça existe hein, pour les UVB des reptiles en tout cas, et plus récemment on a eu les ampoules, bon là c'est du Zomed, hein, ça peut être une autre marque, on a eu les ampoules dites économie d'énergie en tout cas, qui ont le même rendu en tout cas au niveau des UVB que les néons. Si tu as en gamme Exotera, ça donne les ampoules à tortillon là, comme ça, voilà. Donc ça c'est la première chose au niveau des UVB, c'est les ampoules économie d'énergie et les néons. C'est vrai que la quantité d'UVB est quand même assez faible donnée. Il faut que l'animal puisse vraiment disposer de la source d'UVB à 20 cm, 25, mais c'est vrai qu'au-delà ça ne sert à pas grand chose. Voilà, parce que néon ou une ampoule éco, au bout de 6 mois déjà la quantité diminue d'UVB. Oui. Et les constructeurs disent 10 mois, mais effectivement si vous ne les changez pas tous les 10 mois, il n'y a plus d'UVB. Voilà. Donc c'est vrai que du coup, sur une marque bien connue de terrarium et d'ampoules, c'est vrai que quand on a un terrarium comme ça, avec des ampoules UVB, tu vois, qui vont être sur un support spécifique, qui vont être à travers une grille, la grille va filtrer 30 à 35% des UVB. Ah, même une grille filtre Même la grille, de toute façon. des UVB. Là, Ça, c'est quelque chose de vraiment à savoir. Ça, par contre, j'aurais pas cru. Et c'est vrai que voilà, donc une ampoule qui est depuis 6 mois dans ton terrarium avec une grille Oui, c'est pas bon et du que tout. le lézard est au sol, donc là il y a 45 cm, la diffusion d'UVB est nulle. Donc il y a des magasins effectivement qui disent oui on met ça, ils préconisent ça. Sur un pogona, évidemment le pogona ne peut pas avoir une croissance normale dans un bac comme ça en tout cas, avec une ampoule au-delà de la grille avec un accès si tu veux à cette hauteur là. Voilà. Donc pour les gens qui font l'acquisition de ça parce que c'est esthétique et parce que ça a bien d'autres avantages en tout cas, il faut vraiment que l'animal puisse accéder maxi 20 cm de l'ampoule en tout cas. Surtout que de toute façon, comme il y a le grillage, il n'y a pas de risque De pour toute façon, il n'y a l'animal. pas de Donc risque de brûlure, autant, de choses comme ça. autant le Voilà. rapprocher au maximum. Et changer au moins une fois par an les ampoules UVB. Voilà. Donc ça Oui, c'est vrai voire que c'est même très deux très fois, important parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui préconisent ça et puis qui se disent oui ça va comme ça, on m'a vendu ça comme ça. Il n'y a pas de diffusion là au sol, on va voir avec l'UV mètre. Au sol il n'y a plus de diffusion de toute façon du UVB, hein. Ça c'est pas possible. Voilà. Donc ça il faut faire attention à ça. Quitte à ce que ça soit moins esthétique, pour les gens qui ont un terrain comme ça, ils mettent une petite douille derrière et ils laissent pendre l'ampoule économie d'énergie. Oui, Tiens, comme on a fait en bas, tu vois. Là, ça c'était pour un petit cordilus. Donc c'est vrai que comme le besoin en UVB est important, eh bien, on met une lampe économie, mais vraiment, tu vois, très très basse. 10-15 Voilà, cm du support. Et
et pas plus. C'est ce que je me suis permis de faire pour le Varan, justement. Voilà. J'ai vraiment baissé la lampe C'est obligatoire proche du non, sol pour sinon qu'il t'as pas- puisse. Sinon tu n'as pas de diffusion du UVB. Voilà. Et ça vraiment c'est à changer tous les ans maximum. Tous Voilà. les 6 mois serait quand même le mieux. Hein. Tous les 6 à 8 Au mois. moins 10 mois. Ouais, 10 mois, ouais. d'accord. Maxi 10 mois. Voilà. Après il y a, j'ai pas, voilà, par rapport aux marques, il y a différentes qualités quand même. Bien sûr. Ça aussi, de on en rayonnement entend UVB. parler. Voilà. Moi je ne travaille pas ni pour une marque ni pour une autre. Oui, Voilà. mais voilà, Nous, il faut dire ce qui est. en Quoi. boutique, on propose de l'Exotera, on propose du JBL, du Zomed. Comme ça, on a un petit peu toutes les qualités. Il y a du Solar Raptor qui est aussi connu, hein, qui font pas d'ailleurs d'ampoules éco, mais qui sont sur de la vapeur de mercure ou de la halogénure métallique, Oui, c'est ça. qui sont assez efficaces. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marque? Il y a Trixie qui font les leurs, il y a Lucky Reptile qui font aussi des ampoules de ce type-là, et Obi aussi qui fait des ampoules comme ça. Voilà. Donc après, à vous de faire votre choix par rapport à vos finances, effectivement, parce qu'il y a tous les prix, hein, donc c'est pas pour rien non plus. Et puis à la qualité du produit. Voilà. Le deuxième type après de système UV qu'on rencontre, ça va être de la vapeur de mercure, pardon. Donc c'est des ampoules vapeur de mercure, ça. Technologie vapeur de mercure. Donc ça va être des spots assez gros qui vont faire les deux pour le coup, qui vont faire UVB et chaleur. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Voilà, ce que tu n'as pas sur les ampoules éco et les néons. Alors les ampoules éco et les néons, c'est intéressant pour des petits volumes de terrarium. Exactement. Parce qu'on va pas pouvoir mettre un 100 watts sur un 45-45, c'est pas possible. Voilà. Donc là, tu vois, tu as le rayon qui est là. Hop. Donc là, tu as différentes gammes, tu vois, d'ampoules, du JBL, de l'Exotera et du Zomed. Il faut savoir que Zomed, si je me trompe, quelqu'un va me reprendre après sur YouTube ou quoi, mais c'est l'inventeur, je crois que c'est des brevets qui ont été déposés il y a une vingtaine d'années. C'est les premiers qui ont sorti ces ampoules-là. En général, c'est très qualitatif. Le prix est supérieur, bien au-delà d'autres ampoules, on va dire départ de gamme, comme la Solar Glow. À savoir que c'est eux qui ont inventé le brevet. Donc ils ont des frais de brevet, de choses comme ça. Tous les autres après derrière ont suivi et ont plus ou moins copié le truc et n'ont pas déposé de brevet, donc ça coûtait moins cher. Hein. Voilà, c'est la différence de prix est liée à ça. Et je pense qu'évidemment de toute façon Zomed reste de qualité assez intéressante. Voilà. Et après JBL qui est très très bonne en qualité aussi, et qui va se situer dans un prix un petit peu plus raisonnable que du PowerSun de Zomed. Après en gamme de puissance, maintenant il y a du 80 watts, ils font même du 70 watts. Alors il faut faire attention parce que plus le wattage est petit et moins c'est stable. Ils n'arrivent pas à faire des ampoules, ils commencent petit à petit, mais les ampoules de faible wattage sont pas très stables. Donc en général ça claque assez vite. Ah. Voilà. Il n'y a que 1 ou 2 ans hein, qu'on trouve du 70 et du 80. Avant ça s'arrêtait au 100-125. Maintenant du coup ça permet d'avoir du 70 que j'ai pas, du 80, du 100. Tu as du 125, du 160. Ah, il y a de quoi s'adapter voilà. En fonction du terrarium, de la bestiole. Tout à fait. Même la Bibatera fait du 300 watts pour des parcs ou des grosses tortues. Ah vraiment. oui, d'accord. Là Donc voilà, aussi, ça devient très intéressant pour des grosses structures. C'est pas mal. Ça commence, voilà, donc avoir une gamme assez large quand même en wattage. Du coup, on peut avoir de tout. Donc en sachant que là, tu n'as pas besoin de dispositif de chauffage. En plus, vu que ça fait les deux. Ça complète. Voilà. Donc on ne met pas ce genre de produit sur un thermostat. Non, du coup. Non, on ne peut pas. C'est à nous de contrôler la hauteur en fonction de la chaleur. On va contrôler par rapport à la hauteur de l'ampoule et à la puissance que l'on achète. Voilà. Toujours est-il qu'il faut toujours mettre l'ampoule, en tout cas, d'un côté du terrarium sur un tiers pour respecter un gradient thermique. Voilà, pour que l'animal, lui, voilà, en fonction de ses besoins, il puisse se mettre au point froid, au point chaud, comme il le souhaite. Donc ça, c'était la vapeur de mercure. Et après, la troisième façon en fait d'obtenir des UVB, ça sera derrière madame, c'est de l'halogénure métallique. Donc ça, tout le monde connaît un petit peu. C'est le dernier système en fait d'UVB sorti en tout cas. C'est des UVB, des ampoules qui vont fonctionner avec un ballast. Alors je ne suis pas technicien là-dessus, mais disons que ça envoie une décharge de 5000 watts je crois au départ, donc il faut des ballasts vraiment spécifiques évidemment pour les démarrer. Au niveau rendement et luminosité, ça va être le meilleur système de toute façon, au niveau de la diffusion et de la qualité des UVB. Ça c'est la meilleure chose. L'investissement de départ est un petit peu plus important parce qu'un ballast, ça va coûter en fonction des marques de 80 à 125 watts. Et les ampoules vont changer quand même tous les ans.
Et une ampoule, ça coûte entre 45 et 55 euros, en sachant que voilà, Solaraptor est assez efficace aussi, on ne le fait pas dans l'immédiat, on va peut-être rentrer ça, mais voilà, Solaraptor est assez connu. En sachant, j'ai oublié de dire, tu sais que les vapeurs de mercure, c'est donné pour 10 000 heures de fonctionnement, ça fait 3 ans à peu près. Ah oui, quand même. 3 ans de fonctionnement. À contrôler quand même. À contrôler quand même. Voilà, bien mais sûr. 3 ans, ils peuvent fonctionner. Ce sont des ampoules qui sont garanties 6 mois. En général, chez toutes les boutiques. Donc, on est plutôt serein sur l'utilisation de ce matériel. Donc là, les ampoules, le ballast, effectivement, c'est une chose. Après, les ampoules se changent tous les 8 à 10 mois sur ce type de système UVB. On va regarder parce que j'en ai un sur le bac là-bas. Sur ce système-là, il n'y a plus qu'à brancher en fin de compte. Il n'y a plus qu'à brancher, tout à fait. Et ça te fait chauffage et éclairage. Voilà, Sunray d'Exotera. Donc après tu as le système, voilà, le système Exotera, où celui-là me plaisait beaucoup. Avec le ballast. C'est vrai que c'est assez esthétique avec la petite potence, on va la voir. Voilà, c'est pas les moins chers. En tout cas, c'est un kit qui est complet, qu'on branche directement. Sur certaines marques, on se dit oui, c'est pas cher, mais c'est le ballast qui est à part. Il faut que tu achètes l'ampoule, oui, voilà. Il faut que tu achètes la douille, il faut que tu achètes le fil, et tu as le fil qui pend avec une douille. Hein. C'est pas esthétique forcément. Après, c'est bien pour les gens qui font beaucoup d'élevage, des choses comme ça. Là, on va voir le toile d'araignée. Voilà, tu as le système Exotera qui est en route. Hop là, j'enlève 2-3 toiles d'araignée, tu vois, on y va peu souvent. Donc c'est attaché avec une petite potence, ta hauteur est réglable en fait. Hop. Ta hauteur est réglable comme ça. Voilà. On peut le mettre plus ou moins haut, plus ou moins bas, donc ça te permet de régler ton point chaud en fait, hein, au-dessus de la branche de l'animal en tout cas. Voilà, je le remets à peu près à la bonne dimension. Donc on est bien d'accord, ça diffuse les UVB et en même temps ça chauffe. Et ça fait un point chaud. Voilà. Donc on voit bien dans le terrarium en tout cas que la luminosité est assez importante. Je sais pas si on va le voir avec la GoPro, mais oui, ça fait quand même une... Là je les mets plus dans un coin, donc c'est vrai que clarté, le reste c'est un petit peu plus à l'ombre. Et donc c'est vrai qu'on a un point chaud là de 28-30 degrés, même à travers la grille en tout cas. Et après donc on peut tester les UVB avec un UV-mètre. Ça c'est un UV-mètre, voilà. Ça a mesuré la quantité d'UVB diffusée. En tout cas, ça se compte en nanowatts par centimètre carré. Voilà. Alors si on fait un test, là-dedans, en tout cas, si ton animal il est à peu près ici, sur la branche au point chaud, là tu vois, on est à 390, ce qui est beaucoup, en tout cas, pour une ampoule. Alors cette ampoule-là, je ne vais pas vous mentir, on l'a mis il n'y a pas très longtemps, elle a 2 mois d'utilisation. Hein. Voilà. Là on est à quasiment 400, on est à 20 cm de l'ampoule, avec une grille. Donc tu imagines sans la grille, ça va te gagner 30% d'UVB. Ça c'est de la marque, celle-ci en tout cas est de marque Exotera. Après tu vois si tu fais par exemple là-dessus, hop. Il y a une sacrée différence. Tu vois la différence, sachant qu'il n'y a pas de grille. Ça c'est une petite vapeur de mercure où il n'y a pas de grille. Donc tu vois effectivement nous on surveille régulièrement. Il va falloir quand même penser à faire autre chose. Sur 30 ou 40 nanowatts par centimètre carré, on a une quantité d'UVB qui est raisonnable pour un animal classique en tout cas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ah oui, c'est l'autre vraiment qui envoie... ça envoie sévère. Voilà. Là, on n'est pas trop mal, il faudra surveiller que ça ne devienne pas moins important. Donc l'autre système est vraiment bien pour tout ce qui est varan, espèces désertiques. Pour les espèces héliophiles voilà, qui se mettent très ça... souvent au soleil, donc les varans, les tortues africaines. Oui, voilà, les tortues africaines aussi. Oui, tout à fait. Mais les varans, c'est vraiment un très bon produit. Après, alors, ça c'est des vieilles ampoules, mais on peut voir quelque chose. Voilà, ça c'était. Bon, elles sont vieilles. Hein. Mais tu vois, tu as plus à travers la grille, en tout cas, c'est des ampoules qui ont fait 1 an. Hein. Voilà, on est à 4 là, tu vois, à 20 cm. Donc évidemment, au sol, il n'y a plus de diffusion du tout d'UVB, de toute façon. Hein. En sachant que là c'est des serpents évidemment, donc c'est pas, pas important pour eux. On précise, hein, terrarium à serpent. Voilà, on fait bien attention en tout cas sur la qualité du UVB. Là on peut mettre sur le petit, tu vois le petit cordile, tu es là à peu près à 75-80 nanowatts par centimètre carré, ce qui est beaucoup moins important tu vois que l'halogénure métallique là-bas, mais qui suffit amplement, là sous le caillou on doit être à 120-150 quoi. Hein. Alors en sachant qu'après, alors il y a des mesures, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des mesures, tu as des tableaux pour te baser un petit peu sur la quantité évidemment.
Si on peut faire de suite, tu vois, un test au soleil, même par temps couvert, tu as plus de 100. Il y a plus d'UVB par temps couvert que dans un terrarium. Voilà, si, bon, il est 11h30. Ah oui, quand Voilà. même. Là, on voit bien que... Tu as 320 là, à 11h30 à Toulouse. Bon, il fait ensoleillé, c'est pas non plus. Il fait beau, hein, mais. Voilà, oui, donc en plein fonction- après-midi, en tu plein vois, cagnard, tu vois il n'y a bien pas de que voilà. nuages. Ouais, De toute façon, on le dit, hein, rien de mieux que la lumière naturelle. de Hein. toute façon. Donc c'est vrai que les tortues qui peuvent être en enclos extérieur, Mais là, c'est vrai que tu comprends qu'effectivement, sur la reproduction, le nourrissage des animaux en terrarium en tout cas, c'est sûr qu'avec 30 ou 40 nanowatts par centimètre carré, c'est vrai qu'on ne peut pas reproduire les conditions Bien sûr, naturelles de ça, dehors, c'est pas possible. c'est pas possible. Ouais. Donc c'est vrai qu'avant toute chose, pour des animaux qui sont un petit peu spécifiques ou qui ne se reproduisent pas, ou voilà, on ne sait pas trop, déjà c'est vraiment la première chose, c'est d'avoir un bon système UVB efficace qui va permettre à l'animal déjà pour cette histoire de calcium, mais aussi ça stimule l'appétit, ça fait plein de choses intéressantes pour les animaux en tout cas. Donc c'est ça, il faut vraiment surveiller ça. Donc après voilà, donc les trois façons à peu près de diffuser, les trois moyens de diffusion d'UVB pour vos animaux de terrarium. Donc c'est vrai qu'on peut, nous en magasin, si les gens apportent des ampoules, on peut toujours les tester évidemment, avant de les changer ou de les jeter pour n'importe quoi. Ça coûte quand même 250 ou 300 euros je pense. Donc c'est vrai qu'on peut, les gens viennent, on leur teste les ampoules et on voit bien que, on voit comment ça se passe. Voilà. Avec toutes les informations en fait ça reprend toutes les informations qu'il a dit en fait. Donc les qualités, les défauts des halogénures métalliques, quelques informations quoi. Oui, sur la quantité de nanowatts par Voilà, centimètre c'est carré. Sur le numéro 59. Sur le de numéro Reptile Mag. 59, déjà, voilà, il y a... Donc les informations essentielles quoi. Donc tu vois bien là, sur la différence entre les halogénures métalliques et la vapeur de mercure. Tu vois, une 150 watts, ça va être plus, ça va marcher un petit peu mieux à 30 cm que l'halogénure métallique en 100 watts. Et après voilà, tu descends un peu plus loin. Et après les informations comme ça, on connaît en fait parce que pour synthétiser la vitamine D3, il faut une longueur d'onde en fait sur la lumière, c'est calculé en longueur d'onde. Et du coup là si tu veux pour avoir une optimisation de la synthétisation de la vitamine D3, il faut que ton spectre UV se situe entre 290 et 315 nanomètres. D'accord. Si c'est avant, si c'est après, il n'y a pas de synthétisation de la vitamine D3. Voilà, tout simplement. Bon, on va parler au niveau du substrat, un peu tout ce qu'on peut retrouver comme marque et comme substrat différent en terrarium. D'accord. Donc le substrat, voilà, alors il y a deux catégories déjà, c'est les substrats pour climat désertique et puis climat tropical en tout cas. Il y en a qui vont pour l'un et qui vont pas pour l'autre. Voilà. Si on commence par le désertique, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de sable en substrat, qu'on a là par exemple. Les avantages et les inconvénients du sable, alors l'avantage je dirais que c'est quand même assez esthétique. Ça permet d'avoir un terrain style désert, c'est quand même pas mal. Donc au niveau esthétique c'est assez intéressant. Il faut faire attention aux jeunes lézards, Gécoléopard pogona. Malheureusement il peut y avoir des occlusions quand même assez fréquentes parce qu'ils ingèrent, soit en mangeant une proie, soit parce qu'ils ont un manque de calcium et ils vont se dire tiens on va manger du sable et du coup ça bloque le système digestif. Voilà. Même pour les adultes des fois mais c'est beaucoup plus rare. Donc c'est vrai que sur les jeunes, moi je déconseille en tout cas pas mal l'utilisation de sable. Même le sable dit de calcium, qui est soi-disant digestible, mais qui peuvent quand même créer des troubles de la digestion. Voilà. Donc ça, c'est vrai que le sable, vraiment l'inconvénient, c'est l'avantage, pardon, c'est l'esthétique. Tu as du sable comme ça, classique, on va dire. Ça, pour le coup, c'est de l'Exoterra. Après, on a cette marque-là. Alors ça, c'est du Trixie, il y a Zomet qui le fait aussi. C'est du sable mélangé avec de l'argile. Donc ça permet, si tu veux, quand tu fais ton installation, de mouiller un petit peu ton sable. Peut-être un jour on fera une démo, ça sera mieux, ça que, serait assez sympa, ça sera mieux que ça que montrer le paquet, mais donc tu humidifies ton sable avec de l'argile, tu peux faire des sculptures, des trucs comme ça, des grottes, des volumes, etc. Après quand il est sec, pardon, ça ne bougera plus. Voilà.
C'est intéressant. Bon là il y a un Uromastix en photo, je crois. C'est assez intéressant pour les espèces qui creusent, fouisseuses ou qui se cachent. Voilà, c'est assez intéressant. Voilà. Donc c'est vrai que ça, effectivement, il faudra peut-être faire un petit truc, une petite Ça démo. serait assez sympa, On mettra toujours, ça. voilà, une fois que c'est sec, on mettra toujours une petite poignée de sable classique pour que quand l'animal fait ses excréments, ça Il y a toujours adhère pas trop. Voilà. un petit pouvoir absorbant, Ben, oui, un c'est petit ça. truc à nettoyer aussi. Tout à fait. D'accord. On peut dire aussi, toi qui as beaucoup de serpents, que le sable convient hors exception pas du tout au serpent. Oui. Parce que c'est vrai qu'un serpent il a toujours le nez dedans et ça peut provoquer des irritations au niveau de la bouche, de la gueule, des yeux et des voies respiratoires. À la limite on peut mettre les bois des sables qu'on a vu Les Erix. tout à l'heure, les Erix Et peuvent vivre encore, dans le sable parce que c'est habitué. Mais voilà. J'aurais un petit doute quand même. Enfin, On a moi moins de personnellement, si je tu maintiendrais le mets pas. des Erix, j'en aurais pas mis personnellement. Mais après, oui, je pense qu'on peut le. Mais c'est vrai, voilà, en de tout cas, faire ça quoi. ne convient pas sur des élafes, des bois, des choses comme ça. Oui, et bien surtout sûr. sur du tropical humide, vu qu'une fois mouillé, Voilà. ça en fout quand même Le partout. sable, c'est Voilà. lézard. Tout à fait. Donc ça, c'est climat désertique. Le second substrat qu'on trouve le plus, c'est du copeaux de hêtre. Ça peut être en différentes granulométries de plein de marques. Ça, c'est du copeaux de hêtre en petite granulométrie. L'avantage de ça, c'est que c'est assez esthétique quand même. Ouais. Et que c'est pratique à changer quand même. On enlève les crottes, ça adhère au substrat. C'est pas très cher. C'est assez utilisé comme substrat. Peut-être l'inconvénient, c'est vrai. Par exemple sur des tortues ou des pogonas, il faut faire attention aux grosses granulométries qui ne s'encoincent pas un bout au travers de la gorge ou au travers de la gueule. Ça peut quand même malheureusement. Faire quand même attention à ce. Chacun a son avis sur le substrat de toute façon. Mais oui, chaque Mais, substrat, je pense qu'il y a quand même un minimum de danger suivant les espèces. Mais voilà, donc c'est vrai que le petit est pas trop mal, parce que même s'il en ingère quelques-uns, et ben, du coup ça peut passer comme ça assez facilement. Encore faut-il qu'il ne fasse pas d'occlusion. Voilà. Peut-être l'idéal après, du coup, un substrat désertique ou pour les gens qui ont beaucoup de serpents, c'est d'utiliser, bon là j'en ai mis qu'un petit paquet, mais de l'aspen, comme ça. Alors ça c'est de l'Exotera, c'est du snake beading, c'est de la fibre de bois mais qui est assez fine. Et c'est vrai que là pour le coup c'est pas dur, donc il n'y a pas de problème au niveau de l'ingestion. Voilà. Un grand pouvoir absorbant déjà. C'est très absorbant, alors c'est ou du tremble ou du bouleau, c'est du tremble. Donc c'est du tremble, les essences de tremble, c'est du bois d'eau, donc ça absorbe beaucoup d'humidité. Peut-être le seul inconvénient, c'est comme c'est assez léger, les serpents ils ont tendance à se cacher dedans. Donc des fois sur des bébés gutes, tu as du mal à les voir espèces, parce qu'ils sont terre. C'est secouent. intéressant pour eux parce que ça reproduit un petit peu ce qu'ils trouvent dans la nature, les feuilles, etc. Ça me paraît être le substrat quand même assez idéal parce qu'il n'y a pas de. Au niveau des serpents, il n'y a pas de risque au niveau des serpents, tout à fait. Pas au niveau des tortues, mais serpents, même lézards, pourquoi pas. Un substrat désertique en tout cas. On peut utiliser aussi du copeau de pin pour des animaux désertiques, malgré que ça soit plus utilisé pour du tropical humide, parce qu'en désertique ça va bien, ça permet de changer un petit peu la teinte de notre bac ou de faire ressortir la couleur de vos animaux, quoi. Voilà. Donc ça c'est de l'écorce de pin. L'écorce de pin, tu as toutes les marques, Reptibark c'est la plus connue, mais après il y a beaucoup plus de choix que ça. En substrat pour animaux désertiques, je vois pas trop, hein, à part le papier essuie-tout et le papier journal. Il n'y a pas d'autres solutions, hein. En désertique en tout cas. Hein. Donc ça c'est pratique aussi. Hein. Alors c'est intéressant ça pour le sable, du coup c'est des petites pelles avec un treillis assez fin et on peut tamiser le sable. Et c'est vrai que nous on a du sable depuis un an dans les bacs et le sable paraît quand même assez neuf. Pour le pogona ou... Tout à fait, pour les pogonas, les varans, les choses comme ça. Ça permet de bien nettoyer bien votre substrat. Voilà, de garder le sable plus longtemps. Les petites crottes vont agglomérer les petits grains de sable qu'il y a autour. Donc du coup il n'y a pas d'humidité dans le substrat. Voilà. D'accord. Donc ça c'est pour les substrats. Après on trouve différentes choses. Maintenant Exotera sort des petits tapis, des choses comme ça. C'est des petits tapis qui sont pré-sablés. C'est assez esthétique. Je vais en ouvrir un, je vais en mettre partout, c'est pas grave. Hop. On va le voir après sur mon parquet. Voilà, c'est des petits il a passé tapis sablés. l'aspirateur il y a une demi-heure. Des petits tapis sablés. Je connaissais pas du tout ce système-là. Ça me paraît assez esthétique. C'est assez sympa. Il y a peut-être un moyen de le laver. Non, tu peux le brosser un petit peu. Le brosser un peu, voilà. Au bout de 2-3 fois, ça va être compliqué. C'est assez esthétique. Ce qu'il faudra faire, pareil que pour le substrat d'argile, c'est passer une petite poignée de sable par-dessus pour que vraiment léger, pour que les crottes ne collent pas trop là-dessus. Voilà, c'est bien de le compléter, quoi.
Ça existe, je pense que c'est un petit peu gadget, mais sur des petits bacs ça peut être propres, bien ça pour peut pas être que ça sympa. soit même la vitre, mettons, d'un terrarium ou Tout à même le sol d'un terrarium en bois. Je pense que le système tapis, ça peut être bien si c'est complété. Si c'est pas des animaux fouisseurs, en plus ça permet peut-être Voilà. de mettre une petite plaque pour avoir un point chaud à l'intérieur, si tu peux pas le mettre dessus, donc c'est pas mal. Donc ça c'était pour tout ce qui était un petit peu, on va dire, désertique. Et puis après sur des... on va passer juste à côté. C'était là-bas, il me semble. un petit peu, sur les substrats, alors c'est un peu encombré, hop là. Sur les substrats, donc pour milieu tropical humide, le substrat en fait qui est assez courant, c'est du là c'est de marque JBL, mais Trixie en fait, Hagen n'en fait pas, mais c'est de l'humus pour terrarium, donc c'est un mélange de terreau, de choses comme ça, où il y a un petit peu de sable, de choses comme ça. Voilà, ça c'est pour le terrarium vraiment semi-humide. Je sais pas si tu vois un petit peu là, c'est intéressant comme l'humus. Voilà, c'est vraiment de l'humus très fait, c'est intéressant, ça va garder l'humidité, peut-être le recouvrir après de quelque chose d'un petit peu plus mousse de sphène ou quoi pour pas en coller partout, parce que c'est vrai que les lézards qui se trempent là-dedans, ils vont en avoir un petit peu partout. Voilà. C'est vrai que le fait de croiser des substrats ensemble, on le voit de plus en plus souvent, C'est pas mal. et c'est bien pour compléter, quoi. Tout à fait. Ça permet de garder vraiment une humidité dans ton substrat, pour les grenouilles et les amphibiens évidemment. Ça permet de planter, de faire des plantations, des choses comme ça. Voilà. Ce qui est intéressant quand on fait un terrarium par exemple pour des dendrobates, on peut mettre ce genre de substrat là et après on peut mettre le recouvrir avec de la mousse comme ça. Tu vois, c'est des boules de mousse de forêt, comme ça, tu vois. Ouais, excellent. Et du coup c'est assez esthétique. C'est très naturel, c'est très esthétique. Tu peux recouvrir de ça, ton décor est fait en 5 minutes et tu as un joli petit terrarium vallonné avec de la mousse. Ça, c'est des mousses qui tiennent assez bien, hein, tu vois, elles font des petites pousses même dans les boîtes. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de recouvrir ça. Pour les dendrobates, on va mettre en plus, évidemment, une sous-couche avec de la bille d'argile, par exemple, pour bien drainer ton substrat, pour pas que la terre soit trop humide. On le voit même Voilà, dans le tu vois dessin. le schéma. Donc tu as ta bille d'argile, tu auras un film géotextile ou une petite un film de drainage, pardon. Et puis après le substrat ici et tes plantes, etc. Voilà. Donc ça c'est très intéressant parce que ça te garde l'humidité au fond du bac. Ton substrat n'est pas détrempé parce que même si les animaux sont issus de climat tropical humide, il ne faut jamais que ton substrat soit complètement détrempé. Voilà. Donc le fait d'avoir une petite couche de bille d'argile dessous, ça te permet de garder l'humidité et par capillarité, donc l'eau va humidifier le substrat, mais il ne sera pas détrempé. Voilà. Donc ça c'est pour les tropicaux humides en tout cas le premier substrat. Voilà. Et après tu as ici, voilà. Tu as les fibres de coco qui sont souvent vendues en pack comme ça. Donc ça c'est de la fibre de coco seule ou en fibre ou en chips. Alors ça c'est des pains qui peuvent faire 9 litres de substrat. Ah, quand même. Voilà. Donc ça gonfle. Donc tu le trempes, ça va gonfler, tu les sors et tu le mets dans ton bac. Voilà. C'est à peu près l'équivalent, c'est un petit peu similaire à ça, sauf que c'est vrai qu'au niveau nutritif c'est un petit peu pauvre pour les plantes. Donc c'est vrai que si tu plantes, si tu fais une plantation, un bac planté en tout cas, il vaut mieux quand même mettre du Terrabasis. L'avantage c'est vrai que c'est peut-être moins salissant, c'est des fibres donc il n'y en a pas partout. Donc fibre de coco. Et après tu as la même version en chips comme ça, en petits granulés. Voilà. Ça permet de maintenir aussi l'humidité qui est pas mal. Donc là c'est beaucoup plus épais. Ouais, tout à fait. C'est comme des petits. Il y a peut-être moyen aussi du coup de les coupler ensemble même à la limite. Oui, tu peux. Et après donc dernière chose ici, de la mousse de sphaigne. En barquette de chocolat. Ça, ouais, ça c'est de la mousse de sphaigne. Donc la sphaigne c'est issu des tourbières en tout cas. Donc c'est un pH qui est très acide, c'est quasiment imputrescible, c'est-à-dire que tu peux garder très très longtemps, tu peux les rincer, les re-rincer, etc. C'est très bien pour éviter un peu les parasites, les saloperies qu'on peut trouver dans le substrat. Comme c'est assez acide. Ça s'utilise aussi en substrat d'incubation. Voilà. Mousse de sphaigne. En substrat d'incubation après tu as évidemment. Oui. Ça c'est de la vermiculite avec de la perlite. Voilà. C'est assez utilisé en substrat d'incubation. C'est aussi utilisé pour les cachettes humides, on n'en a pas parlé, tu sais. Pour les geckos léopards, c'est pour vrai les pitons qu'on royales, un piton régus, c'est intéressant d'avoir une cachette humide. Et dans la cachette humide, c'est vrai que si tu as un substrat de mousse de sphaigne, de vermiculite ou de fibre de coco, ça permet dans la cachette en tout cas de garder une certaine humidité
qui va plaire évidemment aux serpents ou aux lézards. En période de mue, il va y passer des journées entières et puis ça permet d'avoir des problèmes de mue. Tout à fait, voilà. ça évite d'avoir des problèmes de mue. Ça. Le Python Régis, lui, dans la nature, les bébés surtout vivent dans des termitières, hein, ils ne sortent jamais en plein cagnard au Togo. Hein. Mais c'est vrai que c'est le genre de choses que je ne fais pas et qu'il faudrait peut-être que je me mette à faire, de faire une cachette humide pour les Python Régis. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Et... Python Régis, c'est dur d'avoir une mue en entier. Hein. Enfin, je sais pas si. Moi, ça va, mais ça dépend des. Ça dépend. Ça m'est déjà arrivé d'avoir aussi de la grosse merde. Et puis après, voilà, de la mousse comme ça, verte, c'est de la mousse des bois, hein, pour le coup séchée, qu'on peut rehumidifier. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour les bacs de grenouilles et pareil pour les cachettes humides. De très beaux terrariums. Ouais, tout à fait. Voilà un petit peu au niveau du substrat. Alors il y en a d'autres un petit peu qui. Il peut y avoir d'autres sortes de substrats. En tout cas, ça c'est les principaux qu'on a à disposition en terrariophilie. Le calcium aussi. Voilà. Ça serait bien d'en parler, justement. Ouais. Vas-y. J'en parle maintenant. Hein. Après, donc là, on remonte un petit peu sur les compléments alimentaires. Donc c'est vrai que on en a parlé par rapport aux UVB. Le calcium, c'est très important, évidemment, d'en fournir un petit peu plus de façon, on va dire, artificielle, en plus de l'alimentation. L'important, en tout cas, avant de fournir du calcium, c'est d'avoir bien les nourrir, UVB. d'avoir les UVB, évidemment, et de bien nourrir ses proies. C'est vrai que des grillons qui sont passés 10 jours en boîte sans être nourris, sans apport, c'est pas très intéressant du point de vue nutritif. Donc l'essentiel, c'est de bien nourrir d'abord les proies qu'on donne pour les lézards. Là, le calcium, pour l'occurrence, c'est essentiellement pour les lézards et pour les tortues en tout cas. Donc ça, c'est des calciums qui sont micronisés, donc qui vont adhérer vraiment au grillon par exemple, ou à la salade si on le saupoudre dessus, et qui va être assimilable facilement par les animaux. Voilà. Donc après, il y a toutes les marques. Hein. Alors tu as avec D3, tu as sans D3, tu as des mélanges avec du calcium et des vitamines, des mélanges multivitaminés. On a en poudre, donc ça va s'utiliser saupoudré sur des insectes ou sur de la verdure pour les tortues ou pour les iguanes par exemple, même pour les pogonas à la limite. Et après tu as des vitamines en calcium et vitamines en liquide. Ça on peut l'utiliser par exemple par dromisation sur les grenouilles, c'est assez intéressant. Ah d'accord. Parce qu'on n'y pense pas trop, mais les grenouilles aussi, un petit complément de temps en temps en vitamines, c'est assez intéressant. Ça s'utilise peu dans une gamelle d'eau parce que tu as beaucoup de gâchis, quoi. Voilà. Donc après liquide ou poudre. Et puis après pour les tortues par exemple, on peut avoir des os de sèche. Hein. C'est la base, c'est du calcium. On peut laisser voilà. juste comme ça. On peut le laisser dans le terrarium. Voilà, dans le terrarium, ça c'est vraiment une très bonne idée de voilà. prendre des os de sèche. Elle vient donc gratouiller, ça leur fait un petit peu le bec aussi et puis les ongles. Ça permet de gratter un petit peu et puis de s'occuper. Voilà pour les compléments alimentaires. Je ne rentre pas dans le détail, hein, les mélanges multivitaminés, vous avez tout un tas de vitamines, de choses comme ça. En tout cas, l'important, c'est vraiment de bien nourrir tes grillons et tes criquets avant de donner à manger à tes lézards. Tout ce que le grillon et les criquets vont manger, ça sera de toute façon tes animaux qui vont profiter, quoi. Voilà. Donc pour des grillons comme ça en boîte, nous on donne de la carotte, de la courgette, de la salade, ça c'est intéressant. Après tu peux ça les hydrate aussi du coup. Tout à fait, ça sert d'hydratation. Nous on met un substrat de son qu'ils vont manger un petit peu, ça permet d'absorber l'humidité mais ils mangent aussi. On peut donner des céréales, hein, si tu as un petit peu naturel, pas trop de sucre, mais des céréales, des choses comme ça, même des cornflakes sans sucre, des choses comme ça, ça ils vont le manger, surtout les grillons. Et puis après même croquettes à chat ou croquettes à chien, ça ils mangent aussi. Voilà. Si tu as des grillons qui sont bien nourris, normalement, oui, déjà ils évidemment, apporteront bien plus voilà, à tes animaux que des vieux grillons qui traînent. Donc quand on achète une boîte de grillons comme celle-là par exemple, c'est mieux de rajouter un petit peu pendant quelques jours. Oui, tout à fait. D'accord, ouais. C'est toujours mieux de compléter. Toujours mieux, les grillons tiendront mieux de toute façon. Oui. Donc on met une fine tranche, hein. Il ne faut pas que ça soit un gros paquet parce que si ça commence à suinter, à pourrir, les grillons vont mourir. Hein. Donc nous on met une petite tranche de carotte ou une petite tranche de courgette tous les jours et puis le lendemain quand c'est mangé on en rajoute. Voilà. Il ne faut surtout pas en mettre trop pour éviter que la boîte devienne humide. S'il y a de l'humidité à l'intérieur de la boîte, c'est là où tu auras de la casse sur tes insectes. Et ça mange aussi, notamment les criquets, ça mange de l'herbe classique, hein, de l'herbe de dehors. Si c'est pas traité, tu cueilles, tu ramasses une poignée d'herbe, tu le mets dedans et c'est très intéressant. Le criquet, lui, dans la nature, il mange 100% d'herbe. Donc c'était un petit truc qu'il fallait faire. Par rapport au calcium, c'est bien de donner du calcium en poudre, mais si derrière tu as des insectes pas terribles au niveau qualitatif, et ben du coup tu annules un petit peu le truc, quoi. Voilà.
Bon ben voilà pour la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, ravi d'avoir pu présenter un petit peu tout ça. Merci à toi en tout cas, et puis à la caméraman. Ouais, parce qu'on n'y pense pas. On va... Allez hop, encore une fois. Voilà. Parce qu'on n'y pense pas, mais c'est elle qui filme. Qui s'occupe un peu de tout ça, quoi. Celle qui filme. C'est moi qui fais les montages, mais c'est il faut le caméraman. Et c'est ça le truc pour qu'il y ait le rendu derrière, quoi. C'est vrai que c'est plus intéressant. Ouais, ouais. On fera d'autres vidéos, hein, on va s'arranger. Voilà, il y en aura d'autres qui vont venir, il y aura quelques surprises dans les mois à venir. Ouais. On verra ça ensemble. Ça va être assez sympa. Voilà, ouais. très bien. Et donc voilà. Merci à tous. À bientôt. À très bientôt. C'est Nicolas, donc je suis le gérant et le créateur de la société Exotic Factory, voilà, basée au nord de Toulouse. Voilà. On n'a pas les Ah micros. pardon, tu veux qu'on se mette en... Ouais, voilà. Pour pas trop faire Après, n'hésite présentation, pas, hein, comme d'habitude. pas trop de t'avances et tout. présentation Ah non oui. plus, mais... Et voilà. Bon bah salut, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Filme-moi Diane. Ah, Diane, Et me revoilà. en version non panoramique. Voilà. Le petit coucou. Elle n'a pas un gros nez. Bravo. Merci. Pareil, tu filmes. Il faudra parler un peu plus fort, comme il y a un bruit de fond. Ouais, j'ai le... Voilà. De toute façon, après, j'ai toujours possibilité de monter le. Non, je peux pas l'arrêter. J'ai toujours possibilité de monter le son.